Je vais essayer de vous dire quelques mots sur les probiotiques parce que c'est quelque chose qui est très à la mode. Les patients, peu importe leur pathologie, mais beaucoup on verra les patients qui se plaignent de troubles intestinaux et notamment du syndrome d'intestin irritable, utilisent des probiotiques, peu importe ce que les médecins leur disent, etc. On entend tout et n'importe quoi, il y en a des bons, des moins bons. Donc l'idée, ça va être de clarifier les choses un petit peu sur est-ce que les probiotiques ont un intérêt dans le syndrome de l'intestin irritable. Et pour vous expliquer ça, je vais être obligé de repartir sur les bases, c'est-à-dire le microbiote. Alors tout d'abord, le syndrome de l'intestin irritable, je pense que même les endoscopistes, ou voire même les hépatologues savent ce que c'est, ils en ont vu beaucoup, ils en voient encore. La définition a changé récemment encore, maintenant on utilise les critères de Rome 4 qui ont pour principal intérêt bien sûr les essais cliniques parce que les patients sont toujours les mêmes. Alors qu'est-ce qui a changé avec Rome 4 principalement? C'est qu'on n'utilise plus le terme d'inconfort abdominal et en fait on va parler uniquement des douleurs abdominales qui surviennent au moins un jour par semaine durant les 3 derniers mois et qui sont associés à deux des critères suivants, c'est-à-dire une relation avec la défécation, pas seulement soulagée par la défécation, ça peut être également favorisé par la défécation. Et les douleurs peuvent être également associées à une modification de la fréquence des selles ou de la consistance des selles. Et pour ça, on utilise l'échelle de Bristol, que vous connaissez tous, qui va principalement nous aider pour classer le patient en sous-type de SI, c'est-à-dire à prédominance de constipation s'il a des selles plutôt de type 1 ou 2, prédominance de diarrhée s'il a des selles plutôt 6-7, mixte s'il y en a des deux sortes, et inclassé si ça répond à aucune de ces 3 catégories. Alors les généralités, vous le savez, c'est une pathologie bénigne fonctionnelle qui est extrêmement fréquente puisque ça reste le premier motif de consultation en gastro, ça touche 10 à 15% des Français. C'est responsable d'une altération majeure de la qualité de vie des patients et ça c'est extrêmement important et comme l'a dit Anthony, nous aussi quand on voit des colopathes, l'idée c'est de leur dire on va essayer de vous redonner une vie normale, de vous redonner une vie parce que pour l'instant c'est quelque chose qu'on ne guérit pas. Les coûts de santé directs et indirects sont considérables, évalués à 30 milliards de dollars par an aux États-Unis, et donc ça en fait un problème de santé publique qui est majeur. Alors le problème c'est que la physiopathologie, un peu comme dans le Crohn pour l'instant, on ne sait pas trop l'expliquer. Au début on pensait que c'était vraiment des troubles de motricité intestinale, puis en fait même quand on corrigeait un petit peu ces troubles, ça ne changeait pas grand-chose. On a retrouvé l'hypersensibilité viscérale avec en fait un abaissement du seuil de la sensibilité quand on gonflait un ballonnet au niveau du rectum ou au niveau du côlon. Ensuite, on a beaucoup parlé de l'axe cerveau-intestin, des médiateurs hormonaux, etc. On a parlé de perméabilité intestinale, de micro-inflammation, d'anxiété, de facteurs psychosociaux, d'intolérance alimentaire, mais on n'arrive pas bien à faire le lien entre tout ça. Et depuis quelques années, il y a un nouvel acteur qui est apparu un petit peu dans cette pathologie et dans beaucoup d'autres pathologies, c'est le microbiote. Et le microbiote semblerait bien faire un petit peu le lien entre tous ces facteurs et probablement, en tout cas un facteur clé, dans la physiopathologie de cette maladie. Alors juste quelques bases sur le microbiote intestinal. C'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent au sein de notre tube digestif. Ça représente 100 000 milliards de bactéries. On dénombre plus de 1000 espèces. Ça représente plus d'1 kilo dans notre poids total. Et en dehors de ces bactéries, ce n'est pas que des bactéries, c'est aussi des archées, des virus, des levures, des champignons. Tout ça pour que vous compreniez bien qu'en fait on est plus bactérien qu'humain. Et ça c'est vraiment important à comprendre. Ce microbiote intestinal, il est unique pour chaque individu. Ça représente 600 000 gènes, contrairement à nos 23 000 gènes humains. Donc voilà, imaginez un petit peu, on est vraiment une boîte de bactéries avec un petit peu d'humanité. Et donc, la symbiose, c'est notre état physiologique de base. Quand tout va bien, on vit en symbiose avec nos bactéries, avec notre microbiote. Qu'est-ce que c'est donc le microbiote? Juste en quelques mots, il y a plus de 1000 bactéries différentes. Ces bactéries sont regroupées par famille. Ces familles en phyla, et les principaux phyla sont les firmicutes et la Bacteroidetes. Les actinobactéries représentent moins d'1%, et après il y a d'autres phyla beaucoup plus faibles comme les protéobactéries et d'autres dont on parlera beaucoup moins. Et à l'état de base, à l'état de symbiose, globalement, on a, ça c'est très schématique, c'est pas exactement ça, mais globalement ce qu'on comprend c'est qu'on a des bactéries plus ou moins bonnes et qu'à l'état physiologique ou de bonne santé, on a un équilibre entre ces bactéries. Alors ce microbiote, il a de très nombreuses fonctions. Vous avez vu que du coup, s'il a 600 000 gènes, c'est que ça code pour énormément de protéines, d'enzymes, d'hormones,
de neuropeptides, etc. Et donc ça va avoir une fonction dans notre organisme. Tout d'abord, celle de digérer les fibres par fermentation et de produire des acides gras à chaîne courte qui sont très importants, notamment pour ce qui est du butyrate. C'est à la fois un substrat dans notre organisme, ça sert au renouvellement de l'épithélium intestinal. Le développement et la maturation du système immunitaire, il y a un gros impact du microbiote pour tout ce qui est immunitaire. L'effet barrière vis-à-vis de pathogènes et notamment du Clostridium, je crois qu'on vous en parlera tout à l'heure. Donc ça joue un rôle très important de barrière. Et de métabolisme, alors là j'ai parlé de métabolisme de médicaments, mais ça joue dans toutes sortes de métabolismes, c'est-à-dire que nos bactéries sont capables de fabriquer la sérotonine, la noradrénaline, des vitamines, des cofacteurs, etc. Et elles ont un rôle dans le métabolisme des médicaments. Faire une chimiothérapie à quelqu'un qui n'a pas de microbiote, mais ça ne marchera pas. Alors, vous avez beaucoup entendu parler du brain-gut axis là, pendant 10-15 ans, et maintenant c'est vrai qu'on a intégré à ce brain-gut axis le microbiote, parce qu'en fait, la communication entre l'intestin et le cerveau ne se fait plus uniquement par voie neurologique et le nerf vague, et intéresse énormément les bactéries du tube digestif, qui vont communiquer avec le cerveau via plusieurs voies. Les deux autoroutes sont donc le nerf vague et la voie sanguine. Et en fait, les bactéries vont envoyer des métabolites qui vont aller activer des cellules du système immunitaire, qui vont produire des cytokines, qui vont monter au cerveau, activer des zones, etc. Pareil pour via les cellules endocrines ou en activant directement des neurones. Vous savez que l'intestin, c'est pour ça qu'on l'appelle un peu le deuxième cerveau, il est porteur de plus de neurones que notre cerveau et notre moelle épinière. Donc voilà, c'est les bactéries qui vont en premier lieu pouvoir communiquer avec le système nerveux en activant toutes ces voies. Alors quel est le lien entre ce microbiote et le syndrome de l'intestin irritable, entre cet axe cerveau, microbiote, intestin et syndrome de l'intestin irritable? Et on s'est aperçu déjà que les patients porteurs d'un SI présentaient une dysbiose. Alors c'est pour ça que j'ai mis un peu au pluriel, c'est parce qu'il n'y a pas une dysbiose. Vous allez voir que toutes les études n'ont pas retrouvé de profil identique, mais tous les patients sont porteurs d'une dysbiose. Alors la dysbiose, c'est quoi? C'est globalement un déséquilibre de la flore intestinale avec la plupart du temps une perte de la richesse et de la diversité de ces espèces bactériennes. Et ça va montrer une rupture avec l'état de symbiose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dysfonctionnements entre l'hôte humain et nos bactéries à l'intérieur. Donc ça c'est un peu schématique, il y aura plus de bactéries pro-inflammatoires que de bactéries anti-inflammatoires. Et ça, probablement que vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est pas intéressant. Tout ça pour vous montrer que toutes les études qui ont essayé d'étudier la flore intestinale des patients colopathes, personne n'a dit la même chose. Il y en a qui trouvaient une baisse de certaines bactéries, d'autres, etc. Et ça c'était aussi dépendant de la technique d'analyse du microbiote. Bien sûr, entre la culture, la PCR, les techniques de séquençage de plus haut débit, etc., on ne retrouvait pas les mêmes résultats. Juste ce qu'il faut retenir, et le message important, c'est que globalement, il y a quand même une dysbiose qualitative avec, dans la plupart de ces études, une augmentation des firmicutes et des entérobactéries et une baisse des bactéroïdètes, des bifidobactéries et des lactobacilles. Il y a quasiment toujours, et ça vous le verrez, ça c'est je pense dans toutes les pathologies chroniques, vous aurez une perte de la diversité, une perte de la richesse du microbiote. Et ces altérations étaient souvent plus importantes en cas de syndrome de l'intestin irritable sévère. Alors ce qui est important aussi, c'est que elle n'est pas seulement qualitative, ça veut dire qu'est-ce que ça fait d'avoir plus de firmicutes, moins de bactéroïdètes, etc. Mais globalement, ça va avoir un impact sur la fonction, sur le métabolisme de notre organisme. Et globalement, ce qui était commun à toutes ces études, c'était qu'il y avait un impact sur le métabolisme des acides gras à chaîne courte dans le butyrate, donc qui est donc protecteur notamment pour l'épithélium intestinal, et qu'il y avait une augmentation des bactéries sulfatoréductrices qui produisaient du sulfure d'hydrogène, qui est responsable de la distension abdominale et de la douleur viscérale. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et qui va faire vraiment le lien entre le microbiote et le syndrome de l'intestin irritable. C'est une étude locale, enfin on va dire auvergnate du centre INRA de Thé. En fait, ils ont travaillé sur des rats axéniques, c'est-à-dire sans microbiote. Ils ont pris des rats normaux, donc avec un microbiote, et des rats sans microbiote à qui ils ont fait des transplantations fécales de patients avec une hypersensibilité viscérale ou de sujets sains. Et bien, si vous voyez les courbes, vous avez là, en fait, ça c'est les contractions abdominales en fait,
C'est comme ça qu'on analyse la réponse à la douleur chez ces animaux, hein, c'est un modèle qui a été validé. Vous voyez que ça, quand on gonfle, on gonfle le ballonnet et on fait ce test de distension dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été fait aussi chez l'homme. Et bien vous voyez, quand on gonfle le ballonnet, vous voyez qu'à partir de 0,8 millilitres, il y a une démarcation entre les rats normaux et les rats qui ont eu la flore d'un sujet sain, et le rat qui a eu la transplantation fécale d'un sujet avec une hypersensibilité viscérale. Clairement, on lui a transféré une hypersensibilité viscérale en lui changeant son microbiote. Donc il y a peut-être un intérêt à aller moduler ce microbiote pour essayer de diminuer cette hypersensibilité viscérale et d'améliorer les gens colopathes. Comment on peut jouer sur le microbiote à l'heure actuelle? Alors, on a les antibiotiques. Antibiotiques et syndrome de l'intestin irritable, il y a des données assez belles sur la rifaximin, mais on ne l'a pas en France. Pour le reste, on n'a pas grand-chose et les antibiotiques sont plus souvent délétères et vont engendrer des syndromes de l'intestin irritable à des gens qui sont sains. Donc on ne va pas parler de ça. Le sujet du jour, c'est bien les probiotiques. Juste pour un mot, pour les probiotiques, c'est des composants alimentaires qui sont non viables et qui confèrent à l'autre un bénéfice pour sa santé en modulant le microbiote. C'est par exemple certaines fibres, certaines vitamines. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, donc soit des bactéries le plus souvent, soit des levures, qui vont exercer à une certaine quantité un effet bénéfique pour la santé de l'hôte. Les symbiotiques, c'est un mélange entre les probiotiques, et les postbiotiques sont des métabolites fabriqués par les bactéries, mais sans les bactéries. Alors comment ça marche les probiotiques? Alors je vais juste vous donner quelques modes d'action, mais vous pouvez imaginer que vu la variété de bactéries, la variété de fonctions, globalement on va pouvoir, les probiotiques vont avoir en quelque sorte le rôle de ces bactéries. Globalement déjà un effet trophique via la production par fermentation d'acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Ils vont rentrer également en compétition avec d'autres bactéries intestinales potentiellement plus délétères, puisqu'elles vont se partager le substrat, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt théorique. La production d'acide lactique pour certaines bactéries qui sont très à la mode, qu'on appelle bactéries lactiques, qui vont permettre une acidification du milieu et donc qui vont permettre de limiter la prolifération de pathogènes. Ça va avoir une action sur la barrière intestinale, via notamment des fois la fabrication d'oxydine qui va avoir un impact très positif au niveau des jonctions serrées et donc pour diminuer la perméabilité intestinale et donc la micro-inflammation. On a vu l'activation et la régulation immunitaire, c'est majeur. Production de vitamines, d'acides aminés, augmentation de la biodisponibilité de sels minéraux, effet sur la digestion via notamment la production d'enzymes, par exemple la lactase qui facilite la digestion du lait. Et voilà, je ne m'étendrai pas plus là-dessus parce qu'on pourrait y passer des heures. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la littérature sur probiotiques et syndrome de l'intestin irritable? Globalement, je vais commencer par là, il y a une belle méta-analyse de 43 essais contrôlés randomisés versus placebo qui montre que c'est globalement bénéfique. Donc ce n'est pas un effet placebo, avec un RR à 0,79, une amélioration globale de la symptomatologie, des douleurs ou des ballonnements. Néanmoins, le nombre de patients à traiter pour en améliorer un, c'est quand même 7 patients, donc c'est pas non plus une efficacité redoutable. Et dans cette méta-analyse, il disait quand même que les effets secondaires étaient supérieurs au placebo. Alors après, vous pourrez juger par vous-même, mais 16,5% versus 14%. Je pense qu'on peut négliger cet aspect. Donc ça, c'est quand on lit la méta-analyse. Par contre, quand on se penche un peu plus précisément sur toutes les études, on se rend compte qu'il y a énormément, des centaines d'études, mais malheureusement d'assez faible qualité méthodologique, avec des faibles effectifs, des populations très hétérogènes, des critères de jugement qui sont tous différents d'une étude à l'autre, des variabilités importantes au niveau des souches, par la souche même ou par la quantité de bactéries dans ce qui a été testé. Donc c'est difficile en fait de pouvoir comparer en tout cas les probiotiques entre eux. Donc moi je vais essayer de vous dire, ceux qui vont vous en présenter quelques-uns pour vous dire si vos patients sont demandeurs de probiotiques ou même pour vous, savoir lesquels prescrire, lesquels leur conseiller. Donc l'un des premiers à avoir été étudié, c'est Bifidobacterium infantis. Il y a 2 belles études contrôlées randomisées. Donc là il y en a un qui était versus placebo et versus un autre probiotique, avec une amélioration globale des symptômes, une diminution du ratio, une normalisation du ratio IL-10-IL-12 à 8 semaines. Une autre étude, vous voyez que ils ont étudié 3 posologies différentes de ce probiotique versus placebo, avec un effet supérieur au placebo pour celui qui était à 10 puissance 8, mais pas pour 10 puissance 6 et 10 puissance 10. Donc des fois, ça ne tient pas à grand-chose. C'est commercialisé en France, donc voilà, ça s'appelle Aflorex, et curieusement, ils ont choisi
une posologie mixte entre 10 puissance 10 et 10 puissance 8, mais celle-ci n'a pas été étudiée. Voilà. Lactobacillus plantarum, donc une belle étude de Philippe Ducrottet avec 200 patients, donc c'est énorme. 4 semaines de traitement versus placebo avec une amélioration significative des symptômes, notamment des douleurs et des ballonnements. C'est commercialisé, ça s'appelle Smegductin. Bifidobacterium bifidum. Alors ça, il a fallu que je me penche sur le... J'en ai beaucoup entendu parler à la télé, on le voit dans des revues pas forcément scientifiques, et ben en fait, il y a une étude contrôlée randomisée versus placebo, ça s'appelle Kijimia. 122 patients, il y a une amélioration significative des symptômes et de la qualité de vie. Une association de 4 souches de lactobacillus, 3 souches de bifidobacterium et un streptocoque. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de souches. 2 études, c'est le VSL3 que vous connaissez probablement parce qu'on l'utilise dans d'autres pathologies. Il y a beaucoup de preuves scientifiques pour ce probiotique-là, et il y en a notamment dans le syndrome de l'intestin irritable, avec une diminution des ballonnements et des flatulences pour les sédokines, une amélioration significative des symptômes pour les sédiments d'albumine, une association de 4 souches de bactéries lactiques, alors voilà, ça s'appelle Lactibia de référence, une étude d'une centaine de patients, 4 semaines, c'est donc ce mélange de probiotiques. Il n'y avait pas de supériorité du probiotique dans le soulagement global des symptômes, simplement une amélioration des douleurs, notamment dans le sous-groupe SIM, donc c'était une quinzaine de patients, donc ça ne repose pas sur grand-chose, voilà, l'étude est quand même positive là-dessus. Et ça, c'est un tout nouveau probiotique, Probiolog florbis, qui est une association de 3 souches et de bactéries lactiques, donc je vous ai expliqué que c'était assez intéressant d'utiliser ces bactéries lactiques. Une étude versus placebo en 2014 avec 2 posologies différentes, 84 patients diarrhéiques, SI diarrhéiques, et c'est 6 semaines. Et là, ce qui était intéressant de cette étude, c'est que le critère de jugement principal, c'était l'amélioration de la qualité de vie. Et donc, je vous ai dit que c'était très intéressant d'avoir cet objectif chez ces patients. Et donc, clairement, il y avait une amélioration significative de la qualité de vie dans les 2 groupes. Il n'y avait aucune différence en termes de dosage du probiotique, avec un nombre de patients à traiter de 2,6, donc largement au-dessus de ce qu'on retrouve dans la méta-analyse. Voilà, après ce petit catalogue, juste pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que le microbiote joue un rôle clé dans la physiopathologie de syndrome de l'intestin irritable, notamment via la dysbiose. Qu'on retrouve beaucoup d'études sur l'utilisation de probiotiques, mais qu'elles sont la plupart du temps de très faible qualité méthodologique, qu'elles prennent des populations hétérogènes avec des sous-types variés de SI, de sévérité, etc., avec des critères de jugement qui sont très hétérogènes et qui ne sont pas faits le plus souvent à partir de produits finis. Parfois, le produit est développé après des études et ne s'appuie pas forcément même sur les posologies faites dans les études. Mais globalement, retenez qu'elles ont un impact bénéfique et que certains ont un impact encore plus bénéfique que les autres. Voilà, merci de votre attention.